Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là cette année à nouveau pour vous partager ce qu'on a vécu en 2024 et imaginer 2025. Alors je vais repréciser qui est Hendrix. Si historiquement on fait de l'expertise comptable et de l'audit, depuis une dizaine d'années, on a accéléré l'accompagnement des dirigeants sur toutes leurs problématiques en étant à leur côté sur des questions de droit fiscal, social, restructuring, due deal, etc. Et notamment sur la RSE depuis 5 ans avec des particularités comme on est le seul cabinet à accompagner les entreprises sur la comptabilité socio-environnementale CARE, voilà, sur la taxonomie verte européenne et bien d'autres joyeuseries. Et depuis depuis le début de l'année, on a accompagné plus d'une dizaine de TI dans la mise en place de la CSRD. Mais avant tout, je voulais quand même réinterroger la définition de la RSE aujourd'hui, parce qu'il y a quand même pas mal de bouleversements, pour qu'on soit bien d'accord sur le principe de la RSE aujourd'hui, qui est finalement d'intégrer les préoccupations sociales, économiques, environnementales dans les activités et dans la stratégie de l'entreprise. Ces enjeux qu'on regroupe aujourd'hui sous l'acronyme ESG vous influencent de plus en plus, influencent les investisseurs et vos parties prenantes. Et surtout, la RSE aujourd'hui, ça ne doit plus être un outil de com qui doit valoriser seulement une somme d'actions philanthropiques, mais bien être un sujet stratégique. Avec cette réglementation européenne là, qui a été transposé en droit français en 1er janvier 2024, on voit un nouveau terme qui émerge, qui s'invite dans votre vocabulaire. Il va falloir se familiariser avec. C'est un mot qui doit avoir du sens, c'est la durabilité, qu'on associe à la pérennité, parce que c'est bien évident, je pense que vous partagez tout ça, que l'objectif premier de vos activités, c'est d'assurer leur pérennité. Alors la durabilité, c'est un enjeu nouveau, mal compris, des textes anglais très mal traduits, pas mal d'interprétations hasardeuses qui font qu'aujourd'hui c'est un peu voire obscur. Et donc effectivement, durabilité aujourd'hui, c'est associé à CSRD. Bon. Alors la CSRD, qu'est-ce que c'est? Je le rappelle parce que je pense que vous êtes quand même commencé à être familiarisé, mais chez Hendrix, on aime bien être très pragmatique et on vulgarise à mort, parce que c'est toujours des sujets qui sont vite déformés et on veut être le plus juste possible. Donc ce rapport de durabilité, cette directive européenne, elle guide les entreprises dans la rédaction et la publication d'un rapport. Très bien. C'est un exercice de transparence qui exige et qui oblige les entreprises à divulguer un certain nombre d'informations sur leurs pratiques, leur modèle d'affaires, leurs impacts plutôt, leurs risques, et d'expliquer comment elles vont s'adapter. Et puis, il y a cette question de la comparabilité, évidemment. Toutes ces données qui vont être centralisées vont servir notamment aux investisseurs pour orienter leurs choix vers des investissements plus durables. Bon. Une fois qu'on a dit ça, on reste toujours dans le théorique. Pour être un peu plus concret, le rapport de durabilité consiste à mener une réflexion sur l'intégration de la durabilité. Vous allez me dire, mais encore, de façon plus concrète, le cœur du rapport de durabilité, c'est l'analyse de double matérialité qui interroge le dirigeant et les sachants de l'entreprise, alors qu'ils soient DRH, DAF, directeur des opérations, responsable QHSE, etc. Enfin, ceux qui connaissent par cœur l'entreprise, ils sont autour de la table avec le dirigeant et on va les questionner. Toujours la question le sujet de la bonne question, mais évidemment, elle est cruciale ici, primordiale, c'est de questionner le dirigeant sur les impacts, les risques et les opportunités de l'activité sur toute la chaîne de valeur. Finalement, on oriente la discussion autour des risques et des opportunités business. Et plus globalement,
si on vulgarise toujours à mort, l'entreprise va faire un état des lieux de ce qu'elle fait, de ses impacts et ses risques, et elle va effectivement, elle va devoir définir une trajectoire qu'elle est sur les accords de Paris, notamment. Sans être exhaustif, parce qu'on ne demande pas à divulguer les informations sur tous ces enjeux, on se concentre sur les enjeux les plus importants. Là, il y a vraiment des fausses infos qui passent en disant « Oh là là, 1178 points de données, c'est incroyable, c'est n'importe quoi, etc. » J'en connais pas une qui en est à ce stade-là. Justement, ce que je vous expliquais sur l'analyse double mortalité, on fait un atelier chaîne de valeur, etc. Enfin, il y a toute une méthodologie, si elle est bien appliquée. Hein, il y a aussi aujourd'hui un problème de qualité d'accompagnement sur le marché. Hein. Il est florissant, c'est des opportunités, et il y a beaucoup d'opportunistes qui viennent profiter de l'ignorance de pas mal de patrons qui, en fait, ont la tête dans le guidon dans des périodes sombres de crise effectivement, qui font l'effet burger, pour finalement se dire eh ben, en fait, on vous fait confiance, quoi. Il y aura des surprises, mais j'en parle un peu plus tard. Donc, qu'est-ce que je disais je reprenne mon fil. Je savais que si je partais, si je tirais un fil, j'allais avoir du mal à revenir. Non, je vais donc être très, très pragmatique. Je vais revenir sur deux exemples très concrets, notamment une ETI industrielle familiale qui fabrique des appareils médicaux et qui, lorsqu'elle a fait l'analyse de double matérialité, a confirmé un risque de dépendance à une matière première à horizon 7-10 ans, enfin tout de même. Et cette matière première est utilisée dans une gamme de produits qui représente 80% de son chiffre d'affaires. Et donc là, la question se pose, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Comment on réduit ce risque ? Et bien finalement, ils se sont tournés vers l'innovation. On en a parlé depuis hier, on parle d'innovation, évidemment. Donc ils vont internaliser la R&D pour développer leurs propres matériaux de synthèse qui auront les mêmes propriétés que cette matière première. Ils vont pouvoir optimiser leur productivité, maîtriser leur chaîne de valeur, rester l'un des leaders mondiaux et puis assurer la pérennité de leur entreprise. On est vraiment dans ce schéma-là sur les questions que l'on pose pour trouver les solutions les plus adaptées pour limiter ces risques. Notre exemple d'une ETI qui fabrique de la palette. Alors elle, lorsqu'elle a fait son analyse de double matérialité, son plus fort impact, c'est la logistique. Elle transporte de la palette tous les jours, toute la semaine, des dizaines de camions qui sillonnent la France pour livrer de la palette. Bon, bah, voilà. Donc elle va expliquer tout ça dans son rapport de durabilité, mais elle a une vraie réflexion autour de la dépendance technologie développée par les constructeurs sur les camions verts. On avait parlé d'hydrogène, on parle d'électrique, etc. Enfin bon, technologie aujourd'hui, elle n'est pas au top, et donc il va falloir qu'ils expliquent aujourd'hui que, en attendant que cette technologie se développe et qu'ils aient accès à des véhicules verts, et après les tentatives avec le ferroviaire ou le fluvial, ils ont bien l'obligation de continuer à utiliser ces moyens de transport. Voilà. Donc, en fait, je ne dirais pas qu'on n'en demande pas plus, mais en tout cas, on demande aux entreprises de faire un état des lieux de leurs problématiques et d'expliquer comment elles vont pouvoir s'organiser. Avec quels moyens. Et notamment, il y a une seule vraiment obligation dans la CSRD, c'est un plan de transition climatique qui est basé sur les données du bilan carbone. Ça, c'est vraiment obligatoire. Sur le reste, on sait bien que tout le monde a des enjeux sociaux et de gouvernance, mais ils ne traiteront pas de tous ces sujets. Et puis la seconde chose que je vous partage aussi, c'est que alors nous, notre siège est à Lyon, on a un écosystème à Lyon, et on a mené une étude en octobre dernier là, sur on voulait évaluer la maturité des ETI de notre écosystème, à peu près 80 ETI, sur leur avancée sur la CSRD. Pour recontextualiser, 30% de ces entreprises ont plus de 1500 salariés, mais 57% ont entre 250 et 750 salariés.
48% dans l'industrie, 37% dans les services. Et aujourd'hui, 32% de ces entreprises n'ont pas encore décidé de se lancer dans la CSRD. En revanche, 68% ont commencé et 42% ont déjà terminé leur analyse de double matérialité. Bon, après, il y a eu plusieurs vagues selon la maturité des entreprises. Depuis fin 2023, il y a eu cette première vague d'entreprises qui étaient soumises à la DPEF, déclaration de performance extra-financière. Donc il y avait l'habitude de faire une analyse de matérialité, pas de double matérialité. Les ETI familiales, évidemment, avec ce besoin d'anticiper pour assurer la pérennité de leur activité. La deuxième vague, alors, elle a commencé en juin, et puis ça s'est cristallisé avec la dissolution de l'Assemblée. Donc ça a reporté les décisions plutôt là, sur cette fin d'année. Là, on est sur la deuxième vague. Et encore hier, j'allais vous dire, on attend la troisième vague février-mars. Mais avec ce qui se passe actuellement, ça va à nouveau cristalliser les discussions. Les décisions, donc on imagine. Mais enfin, en tout cas, sur cette deuxième et troisième vague, on a plutôt des entreprises qui agissent sous la contrainte réglementaire, aussi parce qu'ils n'ont absolument pas compris ce qu'était la CSRD. On leur a vendu, voilà, enfin, ils ont reçu un peu une pression, enfin, ils ont absorbé cette pression médiatique autour de la CSRD. Et donc, eux, ils ont une crainte, c'est l'audit, parce qu'évidemment, le rapport de durabilité va être audité. Alors là aussi, je pourrais faire une discussion, on pourrait échanger là-dessus très longuement, sachant que les normes d'audit ne sortent qu'en 2026 et que la haute autorité de l'audit a seulement sorti une notice technique pour guider les CAC et les OTI dans leurs travaux. Donc en fait, voilà, on apprend tous, on est tous au même niveau, entreprise et cabinet de conseil et auditeurs sur la mise en place de la CSRD. Donc il faut quand même relativiser sur le sujet et y aller plutôt sereinement. Il y a aussi des difficultés dans la mise en œuvre du rapport de durabilité. Donc la compréhension de cette norme, il faut se familiariser avec la logique CSRD. J'avoue que chez nous, avant qu'on ait cette assurance aujourd'hui et cette capacité à embarquer les boîtes, on a mis pratiquement 8 mois à décortiquer la norme et à en sortir une méthode qui soit robuste. Et nous, on a des équipes à la fois de consultants RSE, mais à la fois d'auditeurs financiers et extra-financiers. Donc en fait, on se challenge tous les jours là-dessus. Parce qu'on veut absolument être exemplaire. Donc parmi d'autres difficultés, il y a celle quand ils découvrent cette obligation de se soumettre à la CSRD, de mobilisation interne, qui en interne va avoir le temps de piloter le projet. La priorisation des projets. On a pas mal de boîtes qui changent de RP. Ils ont plein de projets qui mobilisent déjà beaucoup de fonctions support depuis 6 mois, sur des périodes qui peuvent être très longues. Ils se disent, en fait, moi, quand est-ce que mes bonhommes là, ils vont être productifs, quoi, parce que on enchaîne rapport de durabilité, ERP, etc. Mais pour l'instant, voilà, on ne produit pas. Donc il y a cette question-là. Et puis d'embarquer la gouvernance, parce que c'est elle qui va définir le budget, qui va à la fin signer la certification du rapport. Donc si elle ne comprend pas ce qu'on attend d'elle et si elle n'embarque pas la boîte, c'est un véritable frein. Et le dernier point de difficulté, c'est la collecte de données, évidemment. Autant sur les informations financières, c'est assez bien structuré en général, donc il n'y aura pas trop de problèmes. Sur les données extra-financières, évidemment, ça va être un peu plus compliqué parce que durant la réflexion, on sort des éléments qu'il va falloir produire. Et donc là, on est dans l'ordre des actifs immatériels. Car oui, la mise en œuvre de la durabilité, avec ou sans la CSRD, ne repose pas exclusivement sur des investissements matériels et technologiques. Elle repose également sur des actifs immatériels qui vont venir contribuer à nourrir ce rapport. C'est mon deuxième point sur les actifs immatériels. On a
finalement, quand j'écoute les discussions depuis hier soir, on parle pratiquement que d'actifs immatériels. Hein. Et donc, quand même redéfinir ce qu'est l'actif immatériel, parce que je l'avais en tête et je trouvais ça marrant de repartir de là. En fait, le mot par lui-même est composé d'un préfixe de négation im plus matériel, ce qui invite à une conclusion évidente que l'immatériel, c'est tout ce qui n'est pas matériel, hein, ce qui ne se touche pas, ce qui ne se voit pas, ce qui ne se saisit pas. Par opposition à matériel, hein, c'est vos bâtiments, vos machines, vos ordinateurs, et ça, on peut le toucher, on le voit et on peut le saisir. Alors pourquoi aujourd'hui, effectivement, on s'intéresse autant aux actifs immatériels, hein, que ce soit la cohésion d'équipe, le savoir-faire, les compétences, le management, l'expérience ou le charisme du dirigeant, parce qu'en fait, ces actifs, ils jouent un rôle central dans la création de valeur de l'entreprise. Ça, vous l'avez évoqué. Hein. Les actifs immatériels représentent 80% de la valeur de l'entreprise, d'après la Banque mondiale. Ces actifs vont jouer un rôle de plus en plus important. Alors, 3 exemples hein, par rapport à la CSRD. C'est intimement lié, notamment sur... si on parle de la gouvernance, il va falloir évoquer le sujet, enfin plus qu'évoquer, il va falloir traiter le sujet de la culture d'entreprise. Qu'est-ce que vous avez à dire sur la culture de votre entreprise et quelles données, et quelles informations vous allez pouvoir fournir et justifier sur ce sujet-là. Répondre aux appels d'offres, aujourd'hui, vous le voyez, hein, il y a la liste des enjeux RSE est de plus en plus longue. Il n'y a pas que le bilan carbone et EcoVadis. Et il y a beaucoup d'actifs immatériels qu'il faut rendre concrets. Et le troisième, c'est lors de rachat. En fait, hein, la réalité comptable ignore tout ce qui ne se chiffre pas. Et on le voit, on l'a vu en 2024 et on le voit arriver en 2025. Il y a un nombre de défaillances assez important. Et les entreprises vont arriver au tribunal et ça va détruire en fait un nombre de capitaux immatériels, de savoir-faire et de compétences. On peut quand même s'interroger s'il ne faut quand même pas accélérer aujourd'hui cette réflexion pour valoriser ces actifs immatériels. Donc moi, en fait, nous, on encourage chez Hendrix les PME à identifier, à gérer, à valoriser ces actifs immatériels pour les intégrer dans leur démarche RSE ou dans leur stratégie. Évidemment, nous, on a un partenariat, on a un super diag qui permet de faire un état des lieux de ces actifs et avec un plan d'action derrière pour les valoriser. Mais au-delà de ça, c'est les PME, vous êtes les prochains sur la liste de la CSRD. Alors, je ne mets pas la pression. Elle est volontaire. Le texte vient de sortir le 13 novembre. On imagine la même médiatisation qu'il y a eu de la part des cabinets de conseil qui vont pousser et inciter les PME à se lancer dans ce rapport de durabilité. Très bien. On le fera, c'est sûr, mais avec une certaine logique et plein de bon sens. C'est-à-dire que on le voit dans l'exercice que représente le rapport de durabilité, on se questionne sur ce que fait l'entreprise. Donc avant d'aller chercher de la donnée, est-ce que déjà il ne faut pas faire un état des lieux de ce que vous avez déjà, de constituer ce capital dont vous aurez besoin pour gagner du temps lorsque vous ferez votre rapport de durabilité. Donc en fait, voilà, c'est un peu 2025. Vous serez face à cette CSRD qui sera volontaire, sachant que, rassurez-vous, quand on fait une analyse de double matérialité, quand on interroge toute la chaîne de valeur de l'activité et qu'on fait cette cartographie des parties prenantes, parce qu'on dit qu'on va aller, que les donneurs d'ordre et que toutes les ETI vont aller demander aux PME des bilans carbone, etc. etc. Bon, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on regarde les enjeux les plus importants et on va regarder les fournisseurs qui ont le plus d'impact sur la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc en fait, si le donneur d'ordre, le TI, il y a 50 fournisseurs, mais qu'il n'y en a que 3 qui ont un impact significatif, les 27 autres, en fait, on ne va pas les solliciter et on ne va pas leur demander une somme d'informations colossale
à transmettre. Donc, il faut aussi rassurer et surtout, moi, je suis plutôt là à vous dire qu'il faut se préparer, effectivement, à la façon dont on va aujourd'hui intégrer la durabilité dans vos pratiques. Je finirai là-dessus. Et si je suis comme Généo ce matin, sur le chemin, dans le brouillard, aux côtés des entreprises, on essaye de faire en sorte qu'elles ne glissent pas sur des pots de bananes. Et donc, non, plus justement, de se dire qu'on est là, on fait du sur-mesure avec les entreprises pour qu'elles puissent sereinement se transformer à leur rythme en fonction de leurs priorités aussi. Voilà, je vous remercie. Stéphane, juste, merci beaucoup. Juste une question, avec ce qui se passe là au gouvernement, est-ce que du coup ces deadlines de CSRD, tu penses qu'elles vont être un peu décalées ou elles vont nous donner un peu plus de répit ou pour toi ça ne change rien? Effectivement, ils vont proposer du répit, mais ça ne change rien. Parce que toutes les entreprises, les grandes entreprises, là, qui vont publier leur rapport dans 3 mois, vont communiquer largement dessus. On voit les ETI qui ont anticipé, celles qu'on accompagne, nous et d'autres, depuis fin 2023. Elles vont faire des pré-rapports fin d'année, voire début 2026. En fait, il y a un avantage concurrentiel à, quoi qu'il arrive, se lancer dans ce rapport de durabilité qui devient un outil stratégique. Donc ceux qui n'iront pas ou qui attendront d'être soumis, en fait, ils perdront cet avantage concurrentiel, vraiment. Et je pense que les investisseurs le regarderont. Moi, on a quelques partenariats avec des banques. Ils nous envoient déjà des entreprises qu'on va devoir auditer sur leur rapport et qui sont soumis qu'à encore 2027. Ils nous demandent déjà d'échanger avec eux sur la façon dont ils vont pouvoir, eux, leur accorder des financements dans le cadre de leur activité durable. Donc, oui, il y aura une refonte, oui, il y aura sûrement des allègements, etc. J'ai envie de dire, c'est l'histoire qui est on est en train d'écrire une nouvelle histoire. Il faut l'accepter et je pense que les opportunités, elles se saisissent là, quoi. C'est-à-dire, oui, faire de cette contrainte une opportunité. Alors ça, c'est bateau, je ne voulais pas le dire, parce que c'est ce que tout le monde dit, mais en fait, c'est une réalité aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, il faut y aller à son rythme, avec son budget. Merci. Merci.